Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui nous allons voir le lancement de Discoverer 13, qui fut le premier engin artificiel à être récupéré depuis l'espace. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. La capsule de rentrée Discoverer 13 a été récupérée au nord d'Hawaï par l'US Navy le 11 août 1960. Elle est le premier objet artificiel à être récupéré de l'orbite. Le satellite avait été lancé la veille par l'AFB de Vandenberg. Discoverer était le nom de couverture du programme satellite de photoreconnaissance Corona de l'US Air Force et de la CIA. Il ne portait pas d'appareil photo ou de film et la capsule ne contenait que des instruments de diagnostic. Cependant, les satellites Corona ont transporté des caméras et des films à partir de Discoverer 14 une semaine plus tard. À la fin du programme Corona, en mai 1972, plus de 120 satellites Corona avaient réussi à survoler et à photographier l'Union soviétique, la Chine et d'autres pays. La capsule a été faite par General Electric et donnée par l'US Air Force à la NASM en 1960. 3, 2, 1, top! Alors, nous voici sur le pas de tir de Vandenberg. Je suis un peu surpris, normalement il n'y a pas d'eau ici. Bon, c'est le niveau qui est un peu trop élevé. Je vous montre ce que ça donne depuis la tracking station. Voilà, donc nous sommes sur la côte ouest des États-Unis. Alors pourquoi cette sonde a été envoyée depuis ce pas de tir? Tout simplement car c'est le pas de tir le plus proche du pôle Nord. Et étant donné que c'est un lancement d'orbite polaire qui a été fait pour cette sonde-là, c'est plus avantageux de partir au nord que de partir à Cap Canaveral. Voilà, c'est mieux là au niveau de l'eau. Hein. Alors, Mission Control, on va prendre une mission en plus. Alors, ça, on la prend. Première orbite polaire, on la prend. Hop. On valide. Et on se retrouve pour l'assemblage du véhicule. Alors, je ne crois pas l'avoir, ce satellite, de pré-enregistré. Bon, on va pas s'embêter, on va prendre ça. Voilà. Ça fait 1 mètre. Pas impressionnant au début, mais ça ne fait qu'1 mètre. Alors, nous allons avoir besoin d'une batterie pour qu'il supporte le trajet, on va dire ça comme ça. Alors, ouais, non. On va mettre une procédurale. Voilà. Moins épaisse.
Voilà, on est sur le pas de tir de Vandenberg, prêt à décoller sur une orbite, comme vous voyez, 90 degrés, une orbite polaire. Et ben on va y aller. On engage. Allumage. Et décollage. Elle part bien. On a une jolie flamme bizarroïde. Ouais, j'ai découvert ce moteur tout à l'heure. Vachement intéressant. Il a une très bonne poussée. L'ISP très bonne aussi. Il utilise un carburant en plus très dense. Donc c'est un carburant, ça c'est des carburants très épais, on va dire ça comme ça. Contrairement à l'hydrogène et l'oxygène qui nécessitent de très gros réservoirs, celui-là il en nécessite de très petits. Enfin, ça prend pas de place quoi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Il se dirige bien en plus. Peut-être même un peu trop. On voit bien la ville là. Hop. Avec les montagnes au loin qui se découpent sur l'horizon. Il est pas trop mal fait, hein. Le mode du vrai système solaire est lourd, surtout avec les effets visuels. Simplement parce qu'il y a une grande surface à charger pour les planètes, hein. Plus grande que dans le KSP Vanilla. Mais une fois qu'on a réussi à l'installer et qu'on a réussi à gérer les paramètres pour pas que ça lag trop, franchement, moi je trouve ça magnifique, hein. Et je trouve ça d'autant plus impressionnant que le fait d'être dans le vrai système solaire, c'est voilà, comme je disais sur une précédente vidéo, enfin voilà, l'horizon, on a là presque l'impression qu'il est plat quoi, et puis les vitesses, on voit qu'on va vite quoi. Quand on est à 7000 mètres secondes, bah, c'est 7000 mètres secondes quoi, c'est pas les 2 ou 3000 tout pourris quand on revient sur Kerbin quoi. Donc la sensation de puissance, de vitesse, d'être minuscule aussi, tout ça je trouve ça génial et j'aimerais bien d'ailleurs que pouvoir jouer sur le Kerbal Vanilla entre guillemets, mais à une échelle similaire à la Terre. Alors je sais qu'il existe un mode Sigma Dimension je crois, hein, qui fait ça. Le problème c'est que je n'ai pas trouvé le moyen de le faire fonctionner correctement tout en ayant les atmosphères des modes d'amélioration visuelle quoi. Alors, on arrive à la séparation. Boum. Oula. Ah, il y a eu un petit souci, ouais. Bon, on sépare la coiffe. On circularise. Je regardais un truc sur mon hyper warp par contre. 10, 50, 100. Bah non, c'est bon. Bizarre. On va accélérer un peu. Voilà. Un petit bug pour la mise en orbite, c'était bizarre. Donc, ah oui, j'avais désactivé ça. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de la science? J'aimerais qu'on m'explique. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on scanne la planète. Puisque la planète tourne sous nous, vous le voyez bien là, avec le petit... Voilà, et ben le scanner, lui,
il peut faire son boulot correctement. On va agrandir la map. Hop. On scanne tout. Bon, ce scanner est pas top, hein, comme vous voyez. Donc, bah, on va rentrer. Alors, l'entrée dans l'atmosphère, du coup. Comment ça va se passer? Je vais vous montrer, en faisant un point de manœuvre, ce qui va se passer pour rentrer dans l'atmosphère. Alors, sur la Lune, par exemple, pour se poser, ce qu'il faudrait, c'est stopper presque entièrement sa vitesse, et au dernier moment, enfin, si c'est ça en fait, stopper complètement sa vitesse. Pour ralentir ou stopper sa vitesse, on fait ce qu'on appelle une rétrograde. Voilà, là, vous voyez, je tire à l'inverse de là où je suis censé tomber, et ma périapside, elle descend. Alors, on va la faire descendre plus. Voilà. Ah, et vous voyez, il y a un trait blanc qui apparaît. Bon, là, il clignote un peu. Bah, ce trait blanc, en fait, bon, ça, c'est un mode qui me montre ça, mais ça va me permettre de vous expliquer, de mieux vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, l'atmosphère, si je passe dans les hautes strates sans descendre suffisamment, elle va me ralentir, mais pas suffisamment pour que j'aille me poser. C'est ce qu'on appelle rebondir sur l'atmosphère. On peut appeler ça aussi un freinage atmosphérique. Mais là, en l'occurrence, quand on veut descendre, c'est plutôt rebondir sur l'atmosphère, quoi. Voilà. Donc, il va falloir que je descende plus. Sauf que si je descends trop, les efforts mécaniques dus à la vitesse et à la densité de l'atmosphère vont être énormes. Et du coup, ben, je vais mourir très facilement, quoi. Enfin, je veux dire, tout mon vaisseau va soit surchauffer, soit se déformer complètement à cause de la pression atmosphérique, la pression qui va s'exercer sur l'engin en entier, quoi. Donc, on va essayer de mettre une périapside vers 40 km, 45 km, c'est pas mal. C'est généralement 45 km que je choisis, hein. Après, ça dépend de la vitesse à laquelle vous arrivez, hein, mais... Oula, je suis trop bas, là. On va mettre 43, là, du coup. Hop. On va faire le nœud. On va l'exécuter. Hop, c'est fait. On va aller jusqu'au moment de l'entrée dans l'atmosphère. Hop là, ça y est. Là, on est dans l'atmosphère. Donc, on se met en surface moins. Donc, en rétrograde par rapport à la surface. Je vais couper ça. Je rentre l'antenne. Rétrograde. Ensuite, on se sépare. Enfin, on va pas se séparer tout de suite parce que je n'ai pas de système de manœuvre sur mon petit satellite. Tout mon système de manœuvre, bah, il n'y en a plus. Voilà. Et c'était là. Presque plus d'électricité. Donc en fait, je vais être obligé de me séparer maintenant. Hop. De toute façon, il devrait se mettre dans le bon sens, hein, automatiquement. Voilà. Vous voyez, ça se stabilise automatiquement. C'est à cause de la forme du bouclier qui, voilà, qui fait que par rapport à l'air qui arrive, il se met dans le bon sens. Là, vous voyez, il y a tout là-haut qui est en train de surchauffer. Ça, c'était notre étage qu'on vient de larguer. Je capte plus rien du tout, donc j'ai plus de contrôle sur le satellite. Heureusement, j'ai activé déjà son parachute. Et on commence à chauffer.
Alors, est-ce que la température s'affiche? Non, la température ne s'affiche pas, c'est dommage. Donc là, vous voyez, on va atterrir dans l'océan, juste en dessous de l'Australie. Donc comme vous pouvez imaginer, hein, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi ça chauffe autant quand on a l'atmosphère. Regardez un peu la vitesse, hein, 7300 mètres secondes. On est à Mach 23. C'est énorme comme vitesse. Donc l'air frotte sur la structure et la structure chauffe. Voilà, c'est comme quand vous frottez vos mains l'une contre l'autre, sauf que là c'est beaucoup plus rapide et donc l'air suffit à provoquer un tel échauffement. Là, notre entrée est très douce je trouve. On prend 3G. J'ai vu pire. Hein. Alors là, qu'il nous reste, enfin qu'on ait une connexion directement avec le centre spatial ou pas, de toute façon, on captera pas, puisque quand on rentre dans l'atmosphère comme ça, le frottement du bouclier thermique contre l'air ionise l'air en fait. Ça fait un tout ce que vous voyez de rouge là en fait, ça bloque les ondes radio, ce qui fait couper du coup toute communication. Je crois que la plus longue perte de radio avec des humains revenant, c'était lors d'Apollo 13 où ça avait duré plus de 3 minutes sans contact radio, où personne ne savait du coup s'ils étaient vivants ou pas. Bon cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour suivre la suite, et puis je vous dis à mardi, bon week-end.